Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bonjour à Eric, tous. Grégory, bonjour Jérôme. Bonjour Bernard, Euh, bonjour Eric, bonjour Grégory. on est très heureux d'être avec vous ce matin. On est très heureux d'être accompagné d'Eric Ferra, qui est Head of Product Management and Augmented Analytics chez SAP, et également avec Grégory Boticcio, qui est directeur Product Management sur Business Intelligence. Merci de nous faire d'être avec nous ce matin pour cet échange et ce temps de discussion autour de la roadmap SAP Analytics. Voilà. On va démarrer sans plus attendre. On est ensemble 60 minutes. Euh, Évidemment, vous êtes en mute, ça veut dire que les questions se passent par le chat. Donc, posez vos questions dans le chat. Si vous avez des sujets que vous voulez aborder qui n'auront pas été abordés ou sur lesquels c'est pas clair, dites-le nous dans le chat. On aura un long temps de questions-réponses à la fin. Évidemment, à l'issue de ce webinaire, vous recevrez un lien avec le replay. Juste avant de démarrer, si vous êtes d'accord, on va. Alors peut-être si Eric et je vous ai même pas laissé le temps de dire bonjour Eric et Grégory. Oui, bon, bah, merci pour. Je suis ravi de parler de solutions BI de SAP dans ce webinaire. Merci. Oui, pareil Super. également. Merci pour l'invitation. Ravi d'être avec vous tous pour vous présenter ce qui ne devrait pas tarder à sortir. Très bien. Voilà, je vous propose de démarrer sans attendre. Alors nous, on va couper nos caméras pour que vous soyez focus sur la présentation et vous allez voir, on vous a prévu un programme riche. On démarre juste par le temps de faire venir un peu plus de monde, par une courte enquête. Je vous ai mis un QR code à l'écran et vous avez un lien dans le chat. S'il vous plaît, connectez-vous avec vos téléphones et puis prenez le temps de répondre à ces 5 questions. Les réponses vont s'afficher. Ça va prendre 1 minute, 2 minutes maximum, le temps que l'ensemble des personnes qui se sont inscrites arrivent. Vous voyez, vous êtes nombreux ce matin. Donc, c'est parti. Voilà, le code est dans le chat. Je vais refermer le QR code. Voilà, et on est déjà avec quelques réponses. Alors, CNRS, merci, France, CNP Assurance, Total Énergie. Vous pouvez répondre avec le nom de votre entreprise. Vous pouvez répondre, si vous voulez, avec le nom de la ville, un peu comme vous voulez. Voilà, ça nous donnera une idée. Vous êtes 150 de connectés, donc voilà, vous avez le droit de répondre globalement tous. C'est un peu sympathique. Vous avez vu que vous avez 5 questions. On va passer les réponses. Voilà, ministère de la Justice, je reconnais des clients, je reconnais aussi des gens qui ne sont pas clients, qui viennent découvrir la roadmap SAP BI, et puis Analytics en général, hein, pas que SAP, Business Object, mais également le reste de l'écosystème SAP. Voilà, la métropole de Toulon, de Bruxelles. Merci d'être là. Continuez de répondre. Je vais passer les réponses aux autres questions en revue. On vous a demandé dans quelle version vous étiez. Alors, on voit qu'il y a quand même encore voilà, 18% qui sont en 4.2. Donc, j'imagine que vous êtes en train de migrer ou vous avez prévu la migration. On a déjà un petit panel qui a migré sur la BI 2025. Super. Et puis, la grande majorité étant évidemment 4.3. C'est tout à fait normal. Les réponses continuent de monter. Ah, on est passé à 20%, 4.2. Ça monte, ça monte. Est-ce que vous avez prévu de migrer? C'est bien. Donc, pour le moment, certains vont rester en 4.3, 60%, là en 4. Mais déjà dès 2026, c'est ce que nos partenaires qui s'occupent de vous au quotidien, effectivement, que les migrations sont prévues. Puis certains en 2027, voilà, qui vont attendre un petit peu plus longtemps. On vous a demandé aussi qu'est-ce que vous utilisiez comme outil. Donc voilà, Power BI, SAC, Tableau Software ou Digdash, ou Web Intelligence avec MKD4 Webi, ou seulement Web Intelligence. Donc ça nous donne une petite idée de qui est là. On a quand même des pro Business Object là, très très forts aujourd'hui avec nous, bon, on s'en doutait un petit peu. Et puis voilà, une partie, 70% d'entre vous nous connaissent, nous, Need4Vis, qui hostons ce webinaire. Et pour 30%, vous n'avez pas encore eu d'informations peut-être plus précises que ça.
Voilà, je vais re-regarder d'où venez-vous. Ah, ça a changé un petit peu. Paris, la France, La Roche-sur-Yon, très bien, la Loire. Merci pour ces réponses. Vous êtes nombreux ce matin, vous êtes connectés. Merci d'avoir joué le jeu sur les questions-réponses. On va démarrer tout de suite le webinaire. On est SAP Build Partner de SAP. On est une entreprise française et on développe une suite qui s'appelle N4V for Webby, qu'on aime appeler en anglaise Ultimate Web Intelligence Upgrade. On a 5 modules dans notre suite, les widgets, les maps, Analysis, Publisher et N4V Intelligence. Dans chacune des composants, dans chacun de ces domaines, on vient augmenter l'offre SAP Business Object avec des fonctionnalités qui n'existent pas, voire qui n'existeront pas dans la suite. Donc on accompagne Business Object au quotidien chez vous pour venir augmenter les capacités en matière de widgets interactifs, en matière de mini SIG intégrés, en matière de tableaux croisés dynamiques et autres, en matière de capacité de publishing avancée au format HTML5 responsive, et puis vous le verrez en fin de webinaire, en matière d'intelligence artificielle intégrée directement dans Business Object. Tout ça pourquoi? Pour vous permettre de faire de Business Object le meilleur marché 25, qui est hyper moderne et très avancé, des slides, des graphiques qui viennent de notre solution. Donc vous voyez des graphiques à multi-axes, du temporel, tous nos graphiques sont drillables, et puis de la cartographie avancée. Là, on a un exemple de carte des États-Unis très intéressante. Vous voyez un panneau qui s'appelle le Chart Recommander, on vous en dira plus à la sortie. Là, vous voyez qu'on peut contrôler Webby avec une fenêtre externe à Webby, ça c'est intéressant. Et puis le dernier panneau complètement à droite, intégré dans Webby, c'est le panneau N4V Intelligence qu'on vous montrera après la démonstration de Business Object. On est un add-on, on est no-code, on est plug and play. Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. On s'installe en 10 minutes et on est prêt à jouer immédiatement. Aujourd'hui, on vous a prévu un programme assez dense, donc c'est pour ça que je parle un peu vite. On va vous montrer, Eric Fenolosa va vous démontrer la roadmap, vous montrer la roadmap SAP Analytics, et puis Grégory Boticcio fera une démonstration 25 et lèvera sur 2027, et donc vous en saurez beaucoup plus sur ce qui vous attend à l'avenir. BO a un très grand avenir devant lui. Nous, on vous fera une démonstration en quelques minutes de N4V for Webby et de N4V Intelligence, et on vous partagera également notre roadmap, et à la fin, vous aurez posé l'intégralité de vos questions, j'espère, dans le chat, et on aura l'opportunité d'y répondre. Voilà, je laisse à Grégory pour prendre le partage de l'écran et nous présenter la roadmap Analytics SAP BI. À toi. À toi, Eric, pardon. Tu peux juste me confirmer que vous voyez la slide de SAP Business Suite? Ouais. Ok, Très bien. super. Merci beaucoup, Jean-Bernard. Alors, effectivement, avant de plonger directement dans les solutions Analytics, il est, je pense, important de vous expliquer la stratégie SAP en termes de gestion de la donnée, avec une offre qui a été intégrée cette année et dont on va beaucoup entendre parler, et en particulier en termes de marketing, qui s'appelle Business Data Cloud, qui, vous voyez ici, est vraiment positionné au cœur de l'offre des solutions. Ici, c'est le portefeuille des solutions cloud uniquement. Business Data Cloud, qu'est-ce que c'est? Au départ, avant tout, c'est un repackaging de choses qui existent déjà. Donc ici, on voit une couche qu'on appelle la Business Data Fabric. On a plein de concurrents qui appellent ça pareil. Et on avait sur la gauche ici des composants qui existaient avant l'intégration, avant l'introduction de cette nouvelle offre. On avait évidemment BW, qui est une solution classique d'entrepôt de données SAP. On a SAP DataSphere, qui est un peu plus récent et qui est vu comme le successeur de BW, pour à la fois le stockage de données et la modélisation. Et on a la solution analytique qui est SAP Analytics Cloud. Donc là, on parle de solutions cloud essentiellement. Donc ce qu'on a fait, c'est on a repackagé ces solutions-là, ce qui veut dire que si aujourd'hui vous voulez acheter une de ces solutions, en fait, vous achetez pas des crédits SAP Analytics Cloud ou des licences SAP Analytics Cloud, vous allez acheter de la souscription Business Data Cloud et vous allez utiliser des crédits comme vous le voulez dans ces solutions. On a fait autre chose. Cette offre, on a dans la partie Data Fabric
on a noué des partenariats avec des leaders du marché, en particulier SAP Databricks, qui nous amène, Databricks, pardon, et donc on a une offre qui est spécifique, qui s'appelle SAP Databricks, qui apporte toute leur expertise dans la partie machine learning. Donc ici, on s'adresse aux data scientists. Plus récemment, on a fait un partenariat avec Snowflake, qui est évidemment un des leaders dans les plateformes de données. Donc, ça permet à nos clients de continuer à garder des environnements Snowflake et d'avoir du partage de données avec les données SAP. Et on a aussi une couche d'intelligence artificielle qui est propre. La grosse nouveauté de Business Data Cloud, et ce qui est vraiment le game changer par rapport à ce qu'on pouvait faire avant, c'est la notion de produit de données. De façon schématique, on peut voir un produit de données comme un cube de données qui est construit au-dessus des applications. Donc, on a des produits de données qui viennent des applications SAP pour créer des produits de données sur des applications non SAP ou pour faire ses propres produits de données. Donc ça, les produits de données, ça existait avant, les cubes de données, ça existait dans BW, ça existait dans HANA. Ce qui est nouveau aujourd'hui, donc pourquoi d'abord faire un produit de données? C'est pour avoir une couche harmonisée et pour pouvoir avoir des outils analytiques qui puissent utiliser ces données. Et la nouveauté par rapport à ce qui était fait jusque-là, c'est qu'on va offrir ces produits de données as a service. Et donc typiquement, la façon dont ça va se passer quand les clients vont les déployer chez eux, ils vont, s'ils ont souscrit aux bonnes offres, ils vont avoir un catalogue de produits de données. Et quand ils vont déployer un produit de données, ils vont dire sur quel système ils veulent s'interfacer. Et à partir de là, l'extraction, la transformation et la transformation dans cette visible par les outils analytiques va être complètement pris en charge par l'outil Business Data Cloud de façon automatique. Donc, il n'y a plus besoin de faire de pipeline, il n'y a plus besoin de faire de transformation. On a cette partie extraction qui est faite automatiquement. Et ensuite, évidemment, dans les couches de modélisation telles que DataSphere, on peut faire ses propres modèles, on peut combiner différents produits de données, etc. Mais donc, voilà, cette notion de produit de données intégré, c'est vraiment le différenciateur de l'offre. Et on a un dernier étage de la fusée qu'on appelle les applications intelligentes, qui vont être des applications donc soit analytiques, soit de planning, soit toutes les applications qu'on peut imaginer construites sur la plateforme BTP, qui vont s'appuyer sur cette couche de données. Donc, j'ai introduit ça parce que c'est assez central dans l'offre de la donnée chez SAP. Dans le cadre de BW, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on parle ici de modernisation de BW. Donc, ce qu'on propose à nos clients, c'est de commencer par élever, lift, leur environnement BW avec leurs données, leurs métadonnées et de les mettre dans un cloud privé. Un peu comme on peut le faire pour Business Object. On peut prendre son Business Object, qui a un cycle de vie bien plus long. Et surtout, à partir de là, on peut commencer à moderniser. Donc, c'est le shift, le déplacement, où là, je peux bouger mes données, mes métadonnées dans Business Data Cloud et en particulier dans DataSphere, faire des produits de données, stocker mes données dans l'Object Store, du HANA sous-jacent, et utiliser SAP Databricks pour ajouter des données manipulées. Et ensuite, la vision, c'est de ne plus travailler que dans Business Data Cloud et dans la nouvelle infrastructure et de remplacer ces workflows BW. Donc ça vous donne un petit peu une vision sur BW de comment on essaie comment on jette un pont entre l'existant et les investissements et le futur de la donnée telle qu'on le voit. Alors, on a bien évidemment des solutions BI et c'est le cœur aujourd'hui de cette présentation. Je commence par SAP Analytics Cloud, puisque c'est la solution qui est nativement incluse dans Business Data Cloud. Aujourd'hui, je dirais que SAC arrive à l'adolescence. Ça fait 10 ans que SAP Analytics Cloud existe. Et donc, c'est une plateforme déjà qui est riche, mais sur laquelle on continue à investir massivement. Et ici, on a quelques exemples de développements qui ont été faits récemment.
Je vais peut-être mettre le focus sur deux d'entre elles. Donc la première, qui est tout ce qu'on fait autour de l'intelligence artificielle, en particulier générative, où nativement dans l'application, on utilise des moteurs de génération pour créer des formules, par exemple des formules de calcul ou des scripts. Et on vient de sortir en bêta un assistant qui permet de générer des stories, qui sont les dashboards dans SAP Analytics Cloud, à partir du contexte de l'utilisateur et à partir des données sur lesquelles se base la story, on va créer une première ébauche de dashboard qui ensuite, bien sûr, peut être modifié. Et donc, vous voyez un petit peu toutes les zones dans lesquelles on investit. Et la deuxième innovation, disons, nouveauté, s'appelle MyMetrics. C'est quelque chose qui est assez standard dans d'autres outils, qui est une liste d'indicateurs de performance. Je peux créer des listes, partager des listes avec d'autres utilisateurs et ensuite revenir au contexte de la création de cet indicateur de performance dans une story. C'est complètement intégré avec un outil qui s'appelle Smart Insight, qui fait de l'analyse basée sur du machine learning, qui va me donner les influenceurs de cet indicateur de performance. Et qui dit indicateur de performance dit alerting, le fait de paramétrer quand je veux être averti qu'il y a eu un changement dans une certaine mesure ou dans une certaine direction de l'indicateur. Alors, un adolescent SAP Analytics Cloud qui a déjà beaucoup de choses. On continue à investir dans un certain nombre de domaines. Je vais faire le focus sur trois d'entre eux. La partie intégration dans l'offre SAP Analytics. C'est important d'avoir en tête qu'au-delà d'un outil standalone, SAP Analytics Cloud, c'est aussi un outil qu'on utilise dans toutes les applications SAP dès qu'on va faire de l'analytique. Et le but, c'est que on ait une standardisation et surtout que l'investissement qu'on va faire, par exemple, dans des nouveaux graphiques, bénéficie à toutes les applications SAP. Donc, SAP Analytics Cloud, c'est vraiment un composant central de l'offre SAP. On continue à investir sur les fondamentaux, donc à la fois les fondamentaux des outils BI pour vraiment combattre avec les leaders du marché. Et on a la notion aussi de scalabilité d'entreprise avec toujours travailler sur les performances, le fait d'administrer la plateforme, le fait de pouvoir l'observer. Ça reste des axes très importants. Et un dernier sur des données non SAP. SAP Analytics Cloud se connecte très très bien aux outils SAP, donc BW, HANA, S4HANA, mais pour se connecter à des données non SAP, il fallait passer par de la réplication et on commence à travailler sur de la connectivité live. Alors, en parlant de connectivité, aujourd'hui, SAP Analytics Cloud, donc ici on voit schématiquement que dans Business Data Cloud, on peut se connecter évidemment aux données SAP, soit directement, soit via des produits de données, et on peut aussi se connecter aux données non SAP via des produits de données. SAP Analytics Cloud se connecte évidemment à ces modèles dans DataSphere, se connecte directement à BW, et comme je l'ai dit, on commence à se connecter avec SAP Data Source. Alors, on n'a pas encore parlé de Business Objects jusqu'ici. Comment Business Objects arrive dans ce paysage? Donc déjà, Business Objects, nativement, c'est se connecter à toutes les données. C'est vraiment l'ADN de Business Objects. Et on continue à avoir cette philosophie. Et évidemment, on se connecte nativement à toutes les sources de données qui sont dans la plateforme Business Data Cloud. Donc là, on a un premier différenciateur de Business Objects, qui est cette connexion universelle aux données, disons. Un deuxième différenciateur, c'est que c'est une solution qui peut se déployer on-premise, contrairement à toute l'offre Business Data Cloud qui est uniquement en cloud, en software as a service, en cloud public. Et un troisième différenciateur très fort de Business Objects, c'est sur la partie Enterprise Reporting, sur lequel SAP Analytics Cloud n'est pas encore et ne sera sans doute jamais à parité avec Business Objects.
Et là, on entend deux choses. On entend le contrôle très très précis des rapports. On parle parfois de pixel perfect. Et on parle aussi de distribution massive de rapports. Où là, c'est vraiment, encore une fois, une des grandes forces de Business Objects. Objects, ça fait déjà quelques années qu'on présente de la même façon. Ce qu'on a à cœur, c'est de donner à nos clients de la visibilité à au moins 5 ans. On ne va pas beaucoup au-delà parce que c'est difficile de se projeter dans ce qui se passera dans 7 ans. Mais donc, tous les ans, on se repose la question en disant, voilà, est-ce qu'on donne cette visibilité? Et cette année, dans le document qui est vraiment le document de référence, qui est le Analytic Statement of Direction, auquel je vous invite à vous référer si vous avez des questions, on a étendu cette visibilité avec l'introduction de la BI 2029. Donc là, on garantit la mainstream maintenance jusqu'à au moins 2031. Donc là, on vous donne une visibilité à 7 ans. Donc, on a fait cette annonce. Ce qu'on a fait aussi avec BI 2025, c'est on inaugure un nouveau cycle de release d'innovation où on passe d'une version très souvent pour avoir le meilleur niveau de maintenance à une version tous les 2 ans. Donc, c'est pas qu'on fait moins d'innovation, mais c'est qu'on la délivre moins fréquemment, ce qui correspond à une demande très très forte de nos clients d'avoir un cycle d'update plus cool. Et bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les versions, puisqu'on a aussi introduit pour toutes les versions qui sont supportées maintenant, donc de la 4.3 jusqu'à BI 2025, la notion de Customer Specific Maintenance, pendant laquelle on ne délivre pas de fixe. Donc il y a un risque, entre guillemets, donc si vous tombez sur un problème de devoir upgrader, mais vous êtes supporté. Donc, vous pouvez très bien aujourd'hui faire le choix de rester en 4.3. Rester en 4.2, c'est plus risqué parce qu'il n'y a plus de support, mais de rester en 4.3 jusqu'en 2028, par exemple, et de dire je planifie de passer directement sur BI 2027. Et on peut passer d'une version à l'autre, toutes celles qui sont affichées ici directement, sans passer par les versions intermédiaires. Une autre question qu'on a très souvent, c'est est-ce que ça coûte quelque chose? Non, il faut être à jour de sa maintenance pour avoir accès à toutes les versions. Ceci étant dit, vous pouvez passer à toutes les versions. Il faut avoir en tête qu'on arrête un certain nombre de composants après la 4.3. Donc j'espère que c'est une surprise pour personne, mais ça vaut le coup de le répéter. Lumira Discovery, Crystal Reports for Enterprise, Analysis for Lab, LiveOffice et les UNV ne seront pas reconduits à partir de BI 2025. Donc, vous bénéficiez d'un support et de correctifs jusqu'à fin 2027. Donc, ce qui veut dire que pour tranquillement se préparer et rentrer dans la zone verte ici, où vous avez de la visibilité et de la tranquillité pour au moins 7 ans, vous devez faire le travail de sortir des outils si vous les utilisiez, et en particulier les UNV, on sait que c'est ça le plus gros du travail de migration, de migrer ces UNV en UNX. Sur la partie ici à droite, on voit les composants sur lesquels on va continuer à investir. Pour Analysis for Office et Designer, on rentre en maintenance pure. En revanche, sur les autres outils, et en particulier Webi, on a une roadmap que je vais partager avec vous. La raison pour laquelle on fait ça, c'est nous pouvoir se concentrer sur les solutions vraiment cœur et ne pas se disperser en termes de support et de maintenance. Alors, côté roadmap, sur la plateforme, ce qu'on a fait essentiellement en BI 2025, c'est de revoir le Launchpad, et on va continuer à investir sur le Launchpad à l'avenir. On peut parler de modernisation. Et un point qui apparaît ici, en bas de la colonne BI 2027, Readiness for BI, notre stratégie est de ne pas développer directement dans l'offre Business Objects des outils d'intelligence artificielle. La raison principale, c'est qu'on est sur un domaine qui évolue tellement vite
On sait qu'on a le risque de nous développer quelque chose, par exemple maintenant, qui va sortir en BI 2027, que vous adopterez en 2028 ou 2029. Et donc, entre le moment où on va le développer et le moment où vous allez vouloir le déployer, ça sera complètement obsolète parce qu'on s'appuiera sur des modèles qui seront obsolètes. Donc, ce qu'on préfère faire, c'est avoir une stratégie d'ouverture. On a la chance d'avoir un SDK qui est très, très complet et donc de travailler avec, par exemple, des partenaires comme Need4Viz ou des clients qui voudraient développer eux-mêmes leurs agents AI. Donc, voilà, donc on sait que l'intelligence artificielle est très importante, mais de par notre mode de livraison sur Business Objects, on a choisi cette stratégie. Et avant de passer la main à Grégory pour une démo, sur Webby, comme vous voyez, beaucoup de nouveautés ces dernières années et on va continuer en BI 2027. Pour le faire très vite, on travaille sur un point, disons, principal, c'est d'améliorer la productivité et l'expérience utilisateur à la fois des créateurs de rapports et aussi des consommateurs de rapports. Et Grégory va pouvoir le montrer, on a aussi de nouveaux rapports. Grégory, je te passe la main. Oui, merci beaucoup Eric. Alors très rapidement, démonstration en 2 étapes. D'abord, je vais vous rappeler les nouveautés que nous avons délivrées dans la BI 2025. On va commencer par celui-ci, qui est un premier document. On appelle le data mode. Alors, il était déjà ouvert, donc pas besoin de l'ouvrir une deuxième fois. On va le refermer, excusez-moi. Hop, je vais revenir sur celui qui était ouvert. Voilà, le data mode. Alors, qu'est-ce que le data mode? Alors, data mode, c'est une nouvelle fonctionnalité, et plutôt un ensemble de fonctionnalités qui est mise à disposition de vos utilisateurs sous l'onglet ici, Reading Design, donc consultation, création et data mode, qui vous permet de faire une chose qui est assez formidable dans le monde de la BI, c'est-à-dire d'accéder à vos données, d'en prendre connaissance, de pallier aux différences qu'il peut y avoir entre différents jeux de données, donc les transformer, mais aussi les enrichir. Et une fois qu'on a fait cette première tâche qui est de nettoyage, on vous donne également la possibilité de les fusionner dans des cubes virtuels. Et on va dire que le but, c'est, comme dans mon exemple ici, si au départ, j'ai 4 sources de données, une sur un univers, une deuxième source sur une base de données ANA, un troisième fichier plat qui serait un fichier Excel, et un requêter, c'est le sens de cette petite boîte bleue, ça correspond au résultat d'une requête que vous réalisez via le requêteur, on appelle ça le query panel, le panneau d'interrogation, qui nous donne un composant technique, ici en orange, on appelle ça le Webby microcube. Le microcube de Webby, c'est l'endroit où on stocke les données qui proviennent de la base de données en mémoire dans Webby. Avant, c'était un peu caché, mais maintenant, vous pouvez les voir. Et voir, ça signifie que quand je clique sur un de ces cubes orange, vous accédez au mode, ce qu'on appelle preview, tout en haut, le partie supérieure, le mode preview, qui vous donne accès à la donnée qui est stockée dans chacun de ces microcubes. Voilà, un par un, vous voyez un peu le détail ici. Donc non seulement vous pouvez voir chacun de ces cubes, le contenu, mais vous pouvez les explorer. Donc on les explore grâce à cette icône. Et là, on voit, on va dire, le poids de chaque dimension. Par exemple, pour la dimension année, j'ai 3 données, 2017, 2018, 2019, et en face, on met un compte. Ça correspond au nombre de lignes correspondant dans chaque cube. Si vous n'êtes pas satisfait du compte, vous pouvez le transposé par n'importe quelle mesure qui provient de ce cube, par exemple la dimension revenu, la quantité, les marges ou le discount. Et c'est assez pratique parce que s'il y a des erreurs dans le codage de vos données, et ben là, ça devient intéressant parce que vous allez pouvoir les modifier et les corriger directement. Typiquement, ici, j'ai 2 cubes qui semblent à peu près similaires. Si on regarde bien le nombre de lignes, c'est différent. Le même nombre de colonnes, donc a priori, ce qui change, c'est juste le périmètre. Ici, nous avons des données de 2020 à 2022. Notre premier cube, c'est 2017. Pardon, le premier cube, j'y reviens, c'est 2017-2019. Ce que vous voulez naturellement faire, c'est aligner les données.
Et donc pour cela, on vous fournit ce qu'on appelle des actions de transformation in place, en place. Un tri, c'est évident, mettre tout en caractère supérieur, inférieur, donc lowercase, uppercase. On vous donne des actions de replace, donc de transformation. Vous remplacez certaines chaînes de caractères par une autre, ou vous pouvez couper ou remplir. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ces petites actions, vous pouvez les fusionner. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois vous décidez de fusionner deux cubes, tel que je l'ai fait ici, vous pouvez prévisualiser ces transformations immédiatement, ce qui vous donne de la confiance dans le résultat. Et si vous n'êtes pas content du résultat, ben, vous pouvez très aisément revenir en arrière, 3 petits points, édition, et voici comment vous pouvez réentrer dans cette jointure et la modifier. Alors, on propose tous les opérateurs nécessaires, hein, de jointure à gauche, jointure à droite, full join, jointure complète, les intersections, tout ce qui est en extérieur, c'est-à-dire le left outer join, ou ce qui est à gauche, à droite, et le full join, tout ce qui est à l'extérieur de l'intersection, et de l'ajout. C'est-à-dire je prends les données du premier cube, et comme c'est exactement les mêmes dimensions dans le deuxième cube, je les ajoute à la fin du premier cube. Donc c'est ce qu'on appelle un ajout append. Voilà. Donc c'est très simple, très aisé. Et encore une fois, l'idée c'est je prends mes premiers jeux de données, je les fusionne, je prévisualise, ça ne plaît pas, je change, je reviens en arrière, etc., etc. Donc de manière itérative et très simple, vous pouvez arriver à la construction d'un cube final. Alors, je reviens dans cette première transformation, jointure. Par contre, si je passe en mode exploration, alors vous l'avez un peu deviné tout à l'heure, il y a des différences dans les données. Voilà, par exemple, sur year, c'est codé différemment, et comme c'est ma démo, quarter, c'est codé différemment. Donc, les actions in place, c'est très simple. Replace. Donc là, ce que je veux remplacer, c'est le caractère Y point qui correspond à année, je le remplace par du vide pour avoir des données cohérentes de 2017 à 2022. C'est fait. Même chose pour le quarter, les trimestres. Quarter en anglais. Je place trimestre par simplement la lettre Q trimestre ou T. Je valide, je remplace. Ah, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Alors, je recommence. Replace. Pardon. Quarter, sans faire de faute, par un Q. Voilà, je valide. Voilà, donc j'ai bien fait le remplacement. Et bien sûr, quand maintenant les données, les trimestres sont cohérents, il les a agrégés automatiquement. Donc c'était très intéressant parce que ce que je viens de faire, je l'ai fait dans le cube qui s'appelle étape numéro 1. Ça se propage. C'est-à-dire que quand je fais des transformations à différents endroits, soit dans ce qu'on appelle les microcubes originaux, soit dans les virtual cubes en vert, et ben les transformations se propagent vers les cubes suivants. Donc si je les avais fait à ce niveau, ici, dans les cubes originaux, les transformations se seraient propagées jusqu'au cube final, etc., etc. Donc vous avez compris, l'idée c'est d'arriver à un cube final et de présenter cela, d'utiliser ce cube final pour construire mon rapport ou pour juste simplement partager des jeux de cohérents. Et vous pouvez faire dans la partie ici, qui s'appelle la list of available objects, la liste des objets disponibles, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un groupement d'objets pour chacun des cubes. Les cubes ici, les 4 premiers, ceux-ci, correspondent aux cubes originaux. Et à chaque fois que je crée un cube virtuel en vert, il apparaît également ici. L'idée, encore une fois, c'est d'éviter de fournir tout cela à vos utilisateurs finaux, mais de ne présenter uniquement ce qui est utile. Donc vous allez pouvoir tous les sélectionner, comme ceci. Petit point et hide. Et grâce à cette action, à présent, alors vous voyez que les cubes originaux en orange, maintenant cette petite icône cachée qui correspond, c'est caché. Voilà, même chose pour les cubes virtuels. Ça signifie tout simplement que lorsque vous allez basculer en mode création, eh bien, vos utilisateurs ne verront qu'un seul cube, le cube final, et c'est ce cube qu'ils vont pouvoir utiliser pour créer leur reporting, et c'est ce cube dont vous avez la possibilité de partager pour créer d'autres rapports par-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Chaque action de transformation que je vous ai montré, par exemple, si je reviens dans l'ensemble de mes cubes, par exemple de step 1, ici,
il y a une petite icône ici qui vous indique « Ah, cet objet a été transformé ». Eh bien, quand je vais dans les propriétés de cet objet, FX, je vois la transformation, ce qui signifie que ce n'est pas perpétuel, c'est pas définitif. Vous pouvez simplement l'annuler et les transformations peuvent être cumulées. Autre transformation qui est extrêmement intéressante pour vous, je ne vais pas faire de la démo, mais vous pouvez effectuer les transformations grâce au langage de formule. Et là, on vous fournit toute la puissance de Webby pour enrichir vos cubes grâce au langage de formule. On vous fournit tous les opérateurs, on vous fournit du if then else, si vous voulez, vous accédez à tous les objets et vous pouvez créer une dimension, une mesure ou un détail. C'est très facile. Et encore une fois, ça apparaîtra comme non pas un nouveau calcul, mais comme un objet faisant partie intégrante d'un cube. Alors, j'annule. Donc, tout cela disponible en 4.3 SP4, à partir de la 4.3 SP4 et bien sûr en BI 2. Autre démonstration, ça concerne des choses qu'on a fait beaucoup à partir de 2025, c'est le mode dashboard. Alors à partir de 2025, on a voulu vraiment vous fournir autant que l'on pouvait un vrai mode dashboard, c'est-à-dire des canevas qui correspondent parfaitement à la taille de votre écran. Alors typiquement ici, si je le maximise un peu, voilà, on est presque modulo la toolbar de l'interface, presque full screen. Donc on a ce qu'on appelle des nouveaux composants graphiques que nous appelons widgets. Typiquement ici, à un écran, vous avez un widget de type Rich Text qui vous permet de formater comme vous voulez votre information, des widgets pour manipuler des images telles que la frise que vous voyez à l'écran. On a des tas d'icônes qui vous permettent de naviguer et vous pouvez créer ce type de dashboard. Alors, quelle est la différence par rapport à avant? C'est d'abord le canvas qui correspond presque à la taille de l'écran et dans la librairie graphique, on vous fournit des input control, donc des filtres d'entrée que vous pouvez placer directement sur le canevas. Typiquement ici, les input control. Voilà, vous appliquez et vous pouvez filtrer très aisément grâce à différents types. Hein. On a ce qu'on appelle des tokens, on a des sélecteurs, on a des listes déroulantes, etc., etc. Pour améliorer l'interactivité, on vous propose également ce qu'on appelle les custom tooltips, c'est-à-dire ici, quand je sélectionne un graphique, j'ai un tooltip qui est le default, c'est le petit tooltip ici. Maintenant, vous pouvez les enrichir avec la visualisation de votre choix. Ce qui signifie que si vous êtes dans une table ou un graphique, si vous sélectionnez un data point, eh bien, vous allez pouvoir afficher le graphique de votre choix. Ce peut être un graphique ou une multitude de graphiques. Encore une fois, là, c'est un choix. Et il reste complètement interactif. Vous pouvez naviguer. C'est une autre manière d'accéder à un autre niveau d'information en partant d'un bar chart ou d'une cellule d'un rapport. Et vous pouvez même faire du tooltip sur tooltip. C'est une manière de driller très bas. Autre chose, on vous fournit ici des tables scrollables. C'est une demande très importante avec des micro-charts à l'intérieur. Voilà, c'est la table avec micro-chart et la table scrollable. Faux, ça vous évite d'aller vers la page suivante. C'est un choix. Alors, je vais juste quitter le mode. Maintenant, j'avance un petit peu. Autre chose très importante aussi qu'on fournit, c'est par exemple ce graphique ici. On vous fournit ce qu'on appelle le WIDX. C'est-à-dire que ici, sous les trois petits points, export tout, ici, export. On a une nouvelle entrée, le Web Intelligence Document Extract. Vous pouvez exporter unitairement un dashboard et vous l'exportez dans un format qui est complètement décorrélé de Web Intelligence. Alors, ce que vous obtenez, c'est un .zip. Si vous dézippez, vous obtenez ce folder qui s'appelle WIDX. Si vous entrez dans le WIDX, vous avez le fichier en lui-même. Qu'est-ce que c'est? Si on pouvait faire une analogie, c'est comme un fichier PDF, mais avec de l'interaction. Donc, c'est une sorte d'application virtuelle, complètement indépendante, qui contient les données, le layout, les visualisations et les interactions. Tout ça packagé dans un WIDX. Et quand vous l'ouvrez au maximum, vous pouvez continuer à jouer avec les données et interagir avec vos documents. Très pratique si vous voulez diffuser de l'information, des documents vraiment interactifs à une communauté qui n'a pas accès à Business Objects. Hein. Ça, c'est fourni avec BI 2025 et vous ne devez pas être un utilisateur Webby pour pouvoir l'utiliser. Alors, je le ferme et maintenant je vous montre très rapidement la BI 2027. Hop, ici, on revient sur exactement le même rapport. Alors,
ça change un petit peu le look and feel, c'est voulu. Il y a des choses qu'on prévoit pour le Launchpad. Si j'ouvre le même dashboard très rapidement, qu'est-ce qu'on vous fournit avec la BI 2025-2027? Alors, d'abord, si on regarde un petit peu, on va peut-être, je vais décocher un petit peu quelques éléments. Les tooltips, on les a améliorés. Alors, c'est pas des custom tooltips, mais maintenant, si je sélectionne une donnée, le tooltip par défaut, on vous propose une petite pastille qui vous fournit la différence. Alors, je vais zoomer. Pardon. Je vais zoomer un petit peu comme ceci. Vous voyez ici, le tooltip par défaut vous montre la différence. Donc, ça, c'est une amélioration notable. Maintenant aussi, dans les interactions, quand je vais maximiser ici la pastille, quand je vais faire de la multisélection, eh ben, vous voyez, on enrichit la pastille ici, avec par exemple des quarters différents, et la somme s'ajoute automatiquement. Vous pouvez faire du filtre in place, c'est-à-dire que les quarters que vous avez sélectionnés, je les filtre ou je peux les exclure. Toujours sur les widgets, au ViewTime, on vous fournit maintenant la possibilité de voir le dataset directement pour prendre connaissance des données à plat, ou directement d'exporter vers Excel, ou CSV, les données correspondant à votre widget. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en 2027? On a un nouveau type de widget encore plus interactif. On appelle ça le drill-o-matic. Je sélectionne, je drill, voilà, de manière assez virtuelle. Je peux descendre. Je suis passé de Californie à je peux choisir si je veux voir ça sous forme de bar chart ou de pie chart ou sous forme de ligne. Voilà. C'est les quelques innovations qu'on prévoit. Je ne vais pas vous faire la démo là, mais il y a une autre chose qu'on prévoit également ici, nouvelle, et ça apparaîtra surtout au mode design. C'est quand vous serez en mode design et que vous voudrez faire par exemple ajouter, new, au lieu d'ajouter un rapport, vous aurez une nouvelle entrée qui s'appellera ajouter un dashboard. Et si vous choisissez ajouter dashboard, le dashboard qu'on vous proposera sera de type responsive. On travaille sur une technologie de Canva responsive pour tous vos besoins et tous vos comment dire ça, vos devices. Voilà, je vais m'arrêter là. Peut-être. Je pense que ça fait déjà beaucoup. Oui, merci. Donc, avant de passer la main à nos amis, simplement confirmer, et je veux dire, la présence aujourd'hui de Grégory et de moi-même en est le témoignage. On est très très content d'avoir un écosystème de partenaires qui s'appuie sur ce qu'on considère comme une plateforme, et avec Need for Vis qui est très très actif sur l'enrichissement de Webi avec un certain nombre de modules. La partie, donc des modules sur lesquels, ce que nous, ça nous permet, c'est de ne pas investir massivement sur ces modules-là, parce que Need for Vis le fait très très bien, comme la cartographie, le fait d'avoir des graphiques bien plus avancés que ceux qu'on a nous, et c'est vraiment une complémentarité. Sur la partie intelligence artificielle en particulier, je parlais tout à l'heure d'ouverture. Aujourd'hui, Need for Vis a démontré qu'on pouvait déjà utiliser tel quel dans l'état Webi en apportant 3 améliorations typiques de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. C'est le requêtage en langage naturel, le fait d'avoir de l'assistance à la création de rapports avec la recommandation de charts, et le fait de faire du machine learning aussi dans l'outil directement en faisant de la prédiction temporelle. Voilà, donc encore une fois, ravi de ce partenariat, et je te passe la main, Jean-Bernard. Merci Eric, merci Grégory de nous d'avoir accepté de lever le voile sur BI 2027. Vous voyez que Business Object s'enrichit, va vers plus de capacité de dashboarding et d'interactivité. Et c'est exactement le fer de lance de Need for Vis. On est, nous également, sur encore plus avancé sur la partie DataVis. Voilà, on est ce complément naturel à Business Object. Merci pour tes mots, Eric, sur ce sujet. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, là maintenant, c'est de passer sur une partie de démonstration de Language Query et Chart Recommander dans une build de BI 2025, mais également disponible et fonctionnelle en 4.3, SP3, SP4. Et pour cela, je vais laisser la main à Jérôme qui va commenter cette démonstration. Merci Jean-Bernard.
Donc, vous pouvez voir à l'écran l'interface de la BI 2025, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu mais qui viennent de la voir. Donc, sur la gauche, vous voyez les éléments, notamment des éléments N4V, et sur la droite, vous voyez le nouveau panneau N4V Intelligence qui s'inscrit parfaitement dans l'interface et dans lequel vous pouvez donc sélectionner un univers ou plusieurs univers, enfin un univers dans une liste, bien évidemment, et les différents modèles IA que vous pouvez sélectionner en fonction de ce qu'a validé votre entreprise. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plusieurs requêtes et on va constituer un petit tableau de bord. Donc on va cliquer sur Start Assistant de façon à lancer l'interface. Et là, vous voyez que vous avez des questions par défaut. Montre les ventes par catégorie, ligne et Voilà. produit, où le CA est supérieur à 50 000 et la quantité supérieure ou égale à 1000. Donc vous voyez que là, on vient de poser une question à l'oral, hein, avec un voice to text, et que ça va automatiquement générer une requête. La requête est présentée, et là, on va la créer, et elle va s'insérer automatiquement. Donc ça va créer une nouvelle requête dans Webi, et ça va retourner le résultat. Nouvelle requête. Montre-moi le chiffre d'affaires par mois et par année. Donc voilà, pendant que l'IA réfléchit, ben nous, on est aux commandes et on peut déplacer et travailler sur le graphique sans problème. Donc on va créer ce nouveau jeu de données, cette nouvelle requête. Donc ça va créer ce fameux tableau qu'on va déplacer à l'endroit qui nous va bien. Voilà, on va demander une nouvelle requête. Montre-moi les ventes par ligne de produit. Voilà, donc là encore, la requête s'exécute. Hop, et donc on va la créer également. Donc là, on voit qu'on a les lignes et le chiffre d'affaires comme on l'a demandé. On veut rajouter des éléments parce qu'on a besoin de plus que ça. Ajoute l'année et la quantité vendue et filtre les lignes dont le CA dépasse 50 000 $. Voilà, donc là, ce qu'on vous montre bien, c'est qu'on peut créer, on peut également modifier, on peut mettre des filtres, etc. On fait des requêtes assez simples, mais bien évidemment, ça peut faire, enfin, le produit fait des requêtes bien plus évoluées. Voilà. Donc là, on va mettre à jour notre nouvelle table et on va faire une dernière demande. Et c'est parti. Affiche les ventes détaillées par magasin, catégorie et description des produits pour cette année. Voilà, donc là, on va afficher notre élément. Et voilà, on va créer notre dernier tableau. On avait besoin de 4 tableaux pour faire notre tableau de bord. Donc on va le déplacer un petit peu. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie recommandation graphique. Donc pour cela, on est toujours directement dans Webi. Hein. Jusque-là, je n'ai absolument pas eu besoin d'utiliser les interfaces et les options de Webi. Donc le chart recommender a analysé les données et il nous recommande un very wide. Donc là, je peux ajouter ou remplacer. J'ai décidé de remplacer. Je peux ajouter dans le cas où je veux tester plusieurs graphiques. Voilà, donc là, j'ai fait ma première transformation. Ici, je vais sélectionner le nouveau tableau. Je vais supprimer le du mois. Donc on fait exactement ça. On est vraiment dans un tableau. On crée des vraies requêtes, des vrais tableaux. Et je vais regarder la recommandation qui m'est proposée. Donc un timeline, c'est parfait. Je vais remplacer là encore, de façon à constituer mon tableau de bord au fur et à mesure. Je vais passer à mon troisième élément. OK. Donc là, on nous propose un variable pie ou un very wide. Ben, on va changer un petit peu. Hein. Le variable pie, c'est très bien. Et voilà, l'élément va être créé. OK. Donc là, je vais pouvoir le déplacer un petit peu de façon à ce que ce soit encore plus lisible. Là, ça, c'est un tableau qui s'étend sur plusieurs pages. Hein. Vous voyez que dans l'interface, on a plus d'une page. Et on va intégrer un élément qui n'est pas proposé par défaut.
Et parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'insérer un tableau filtrant, une table filtrante. Et cette table filtrante, elle va permettre dans l'élément N4V de pouvoir appliquer des filtres, des tris, des alerteurs, etc. Vraiment un ensemble de composants avancés qui permettent d'avoir tous les éléments au sein du même composant avec la barre de défilement qui va me permettre d'avoir tout dans la même page du graphique, ce qui est très important. Non, je vais en profiter pour redimensionner mes éléments de façon à avoir quelque chose qui soit un peu plus lisible et plus ajusté. Voilà, donc je vais le faire pour chacun des composants. Et donc voilà, on s'ajuste là, et puis on va prendre la timeline. Maintenant, donc vous avez vu tout à l'heure que quand on était dans le Chart Recommander et quand on a sélectionné la table filtrante, on était dans une fenêtre à part. C'est ce que Jean-Bernard vous a présenté au départ. On peut contrôler Webi avec nos éléments depuis l'extérieur. C'est-à-dire que vous pouvez garder toute la place pour travailler dans votre rapport Webi et avoir des fenêtres sur un deuxième écran si vous en avez un ou un troisième écran. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très pratique en termes d'usage. Donc, nos composants sont drillables. Je voyais tout à l'heure passer dans les questions qu'on demandait si on pouvait faire des drills. Bah oui, vous pouvez le faire nativement avec les éléments N4V. Donc, vous voyez là, on peut faire des zooms, on affiche toutes les données, on drill dans des éléments Jean-Bernard. Hop, je crois que... Voilà. Merci. Donc là, on va pouvoir driller aussi dans... La majorité de nos composants sont drillables. Et ça, En c'est vraiment 4.2, important. en 4.3, en Behavior 25. Exactement. Et donc là, on a fait un filtre sur New York. Je vous parlais de la table filtrante. Et voilà, donc toutes les données sont filtrées. Là, ce qu'on va vouloir montrer, c'est qu'on peut appliquer du formatage de façon avec de la multisélection. Donc, on a des palettes de couleurs. On a toute une application autour de palettes de couleurs. Et là, on a sélectionné une. Et on va l'appliquer simultanément sur nos 3 composants. Donc ça, encore, en termes... Nous, on est là pour vous amener de la simplicité et de l'interactivité dans Webi vraiment facilement. On a aussi tout ce qui est SVG, donc la possibilité d'ajouter des éléments graphiques dans vos éléments M4V. Donc là, on a choisi le logo SAP. Vous voyez qu'il s'est mis en fond de chacun des graphiques qui ont été sélectionnés. Donc tout ça, et là, on a la définition des requêtes. Je vous disais, on a fait des requêtes simples volontairement, mais on peut bien évidemment faire des requêtes bien plus évoluées. Donc voilà, ça va assez vite, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. On va faire une nouvelle requête pour faire une analyse des ventes par magasin. Donne-moi l'adresse complète, le nom des magasins, le nom du manager ainsi que le chiffre d'affaires pour les États de la moitié est des États-Unis avec leur nom en anglais. Voilà. Donc là, ce qu'on veut, c'est pouvoir localiser sur une carte avec un composant N4V de géolocalisation nos magasins et nos chiffres d'affaires. Donc là, on va créer et tout ça pour l'Est des États-Unis. Donc vous voyez, donc là, je mets en premier l'adresse du magasin et je vais sélectionner mon composant, utiliser les nouvelles fonctionnalités de BI25 qui permettent de faire un transforméant juste en cliquant sur le rapport. Donc avec un seul clic, j'ai été capable de transformer mon jeu de données en carte Google géolocalisée. Voilà. Et Et maintenant, filtre sur la moitié ouest des États-Unis. Voilà, donc là, on demande un autre filtre. Ce qui est important dans cet autre filtre, c'est que on décrit la moitié ouest des États-Unis, mais on n'a pas l'information dans l'univers. En fait, c'est l'ajout de l'IA qui va aller automatiquement filtrer sur les États qui font partie de la moitié ouest des États-Unis. Donc là, c'est encore plus l'ajout de l'IA qui rend le produit très performant et qui aide vraiment tous les utilisateurs. Donc là, on voit les différents chiffres d'affaires par magasin.
Voilà. On avait prévu une petite démo live, mais je pense qu'il est déjà assez, on est déjà assez avancé dans le temps et qu'il y a déjà pas mal de questions auxquelles on va répondre. Oui. Donc, Et je suggère qu'on continue. et Et, les questions s'enchaînent également, ouais, donc on va avancer. voilà. Vous venez de voir que les capacités de NKV for Webby augmentent considérablement votre utilisation et votre expérience avec Business Object. On a une roadmap également sur NKV for Webby. On a une roadmap sur NKV Intelligence. On vous la partage très rapidement. Sur NKV for Webby, c'est vraiment des innovations et des nouvelles fonctionnalités. En 2025, on a considérablement enrichi notre suite avec de nouveaux composants, toujours pour aller sur des navigations plus simples, avec des multi-interactions, avec vraiment des interactions et des composants qui sont adaptés aux besoins de nos clients. Vous nous demandez des modifications, on vous les propose. On a amélioré aussi également le composant OpenStreetMap avec une nouvelle génération d'OpenStreetMap, une cartographie avancée, beaucoup plus de personnalisation et d'interactivité. Et l'intégralité de nos composants sont au format HTML5 et tout ce qu'on va pouvoir exporter avec NKV Publisher de manière responsive sur donc téléphone, tablette, iPad, et donc tout est lisible sur n'importe quel device, et également conforme aux directives européennes d'accessibilité, y compris les tooltips de Data Table View qui sont intégrés. On a renforcé les contrôles, la visualisation avancée avec des éléments N4V sur des variables Webby, avec de la navigation active multi-rapport, des smart tooltips sur le Sparkline, le Mapline, le DrillMap, la WebMap, beaucoup de personnalisation sur les graphiques, par exemple la mise en relief des minimums et des maximums automatiques ou le scroll table avec des alerteurs automatiques. Et à la demande de certains de nos clients, on a fait évoluer le multi-drill, le multi-chart avec différentes capacités d'agrégation. Vous avez vu ces nouveaux panels, le panneau N4V Intelligence sur la droite, eh bien, il est disponible en 3 modes. En mode user, on a l'export HTML et PDF simplifié, qui est capable d'imprimer en PDF non seulement nos widgets, mais également, pour ceux qui sont en BI 2025, les SAP UI5, c'est une délimitation de la 2025 en ce moment. Le mode design, lui, permet d'avoir accès au chart recommender, aux palettes de couleurs, au SVG, à N4V Intelligence, lié à dans Webby. Et puis un nouveau mode qui va arriver, un nouveau panneau qui va arriver en décembre, c'est le Settings. On vous proposera de manière intégrée dans Webby directement des, euh, des panneaux de personnalisation basique, standard ou avancée pour rendre encore plus simple la personnalisation de nos widgets. On a également déployé une nouvelle console d'administration. En 2026, on a prévu quoi? Encore des nouveaux composants qu'on vous livrera à l'occasion de nos 4 releases annuelles. Encore plus d'évolution dans les panneaux. On pourra tout mettre en pop-up externe. Vous pourrez piloter l'ensemble de N4V for Webby sur un écran déporté, par exemple. Et puis, l'IA s'enrichira et l'IA s'enrichira dans sa propre roadmap que Jérôme va nous présenter maintenant. Exactement. Donc, vous avez bien compris et vu que par la présentation d'Éric et Grégory, que SAP continue d'investir dans la solution Business Objects et NKV Intelligence révolutionne vraiment Webby en permettant à tous les collaborateurs de créer des requêtes en langage naturel. Donc, on est vraiment là pour simplifier et faire toujours plus dans Webby avec NKV. Voilà, juste pour donner quelques infos sur N4V Intelligence, donc on fait la génération de requêtes en langage naturel. On utilise un RAG, hein, donc c'est un système qui permet de nourrir l'IA de façon à ce qu'elle comprenne le contexte métier dans lequel on évolue, les univers, et on lui donne des requêtes d'exemple pour qu'elle puisse savoir connaître les bons objets, etc., comme on ferait un transfert d'informations à un collaborateur. Et on a une interface complète, comme vous avez pu le voir, avec la possibilité de enfin pouvoir parler à Webby notamment, et de sélectionner les différents providers d'IA que vous souhaitez. Donc le RAG, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous dire, hein, les métadonnées de l'univers, un corpus de requêtes validées et un contexte sémantique. Voilà, donc la roadmap produit, donc vous avez vu la V1, qu'est-ce qu'on va faire cette année? On va rajouter des options dans les tableaux, on va travailler sur la sélection automatique des univers en fonction
de la demande de l'utilisateur et la possibilité d'utiliser des LLM locaux. Voilà, donc avec N4V Intelligence, on vous permet de transformer votre façon de travailler avec Webi, comme j'espère qu'on a pu vous le démontrer avec la création de requêtes automatiques, la sélection du meilleur visuel et bientôt les prédictions temporelles. Prédictif. Voilà, j'espère que vous allez être d'accord avec nous, avec la présentation d'Eric, de Grégory et ce que vous a présenté Jérôme. Ben, nous, on a vraiment le sentiment que avec SAP Business Object, Web Intelligence et la suite N4V for Webi, on vous apporte le combo gagnant de la Business Intelligence, puisque sur tous les fronts, que ce soit sur la capacité à faire du reporting opérationnel à grande échelle avec de la distribution massive de documents, que ce soit sur de la data vise avancée, y compris de la cartographie, ou que ce soit sur l'intégration de l'intelligence artificielle, eh bien, Business Object est maintenant à l'état de l'art de l'ensemble de la concurrence, voire même en avance, puisqu'il comporte notamment cette couche sémantique tant rêvée par d'autres produits. On arrive sur la fin de notre webinaire. Avant de passer aux questions-réponses, prenez ce code need4vis.com/n4vpublisher/home, peut-être le mettre dans le chat. Vous retrouverez l'ensemble des composants, cartes, éléments d'analyse et des exemples de tableaux de bord déjà exportés au format HTML, responsive. Testez-les sur vos téléphones, testez-les sur vos tablettes. C'est déjà possible en 4.2, en 4.3, bien évidemment en BI 2025, et ce sera encore mieux en BI 2027, parce que nous aussi, on améliore le produit. On arrive maintenant aux questions-réponses. Vous êtes encore assez nombreux. Voilà. Eric et Grégory nous font le plaisir de rester avec nous. Donc, c'est le moment de regarder les questions-réponses. J'ai fait des copier-coller. Donc, peut-être certaines ont déjà été répondues et d'autres, on va le faire en direct. Je vous propose de rallumer vos micros pour les speakers. Les présentations affichées seront-elles envoyées aux participants? Ce qu'on a prévu là pour l'instant, c'est de vous envoyer le replay du webinaire sur lequel vous retrouverez l'ensemble des présentations, mais pas de vous envoyer les PowerPoint ou PDF spécifiques. Voilà. Après, vous pouvez nous en faire peut-être la demande de manière personnalisée par mail et on verra avec SAP si on peut vous diffuser l'ensemble des informations. Alors, une question pour SAP, est-ce que c'est intéressant de prendre la souscription BDC si le but est de faire du machine learning avec Databricks sans forcément vouloir migrer ou remplacer BW for HANA, surtout que ce sera supporté par SAP jusqu'à 2040? Point d'interrogation. Si on a un contrat RISE et qu'on veut passer sur du BDC, faut-il convertir le contrat actuel? Et concernant BO, y aura-t-il une nouvelle version après BI 4.3? Bon, la dernière question a été répondue en large et en travers. Eric, peut-être sur les deux premières, est-ce que tu prends le point? Sur la deuxième, je vais botter en touche parce que moi, je ne m'occupe pas du tout des parties contractuelles. Sur la première, il faut vraiment regarder vos cas d'usage. Si vous ne changez rien, effectivement, il n'y a pas besoin de prendre une nouvelle solution. BDC, il faut vraiment voir ça comme un investissement dans l'avenir. Si vous avez du BW4, si vous avez des applications SAP, et donc l'avenir de la couche de données, plus que de l'analytique, est vraiment dans Business Data Cloud. Donc, faut considérer ça. Après, le timing dépend effectivement de l'équation entre cas d'usage et l'équation économique. Donc ça, je peux pas répondre de façon générique. Mais voilà, Business Data Cloud, moi, ça fait un certain temps que je suis chez SAP, j'ai rarement vu un lancement avec autant d'attention de la part de l'entreprise, à commencer par le PDG. Donc, c'est pas un feu de paille. Voilà, je peux juste vous dire ça. Maintenant, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Donc, encore une fois, discuter avec votre responsable de compte pour voir quelle est la bonne marche à suivre pour vous. Merci. Autre question, migration BI 2025. Encore faut-il que les éditeurs fassent la migration UNV, UNX sans nous faire supporter le coût de la migration? Bon, c'est pas vraiment une question. C'est plus une remarque ou un peu d'agacement. En tout cas, oui, effectivement, BI 2025 nécessite de migrer ces univers en UNX. Voilà, il y a des... On a discuté, nous encore hier, avec des éditeurs, notamment des gens
de chez CGI Grand Angle, hein, qui nous confirme que l'univers Grand Angle sera migré en UNX avant la fin de l'année prochaine. Donc voilà, les choses arrivent. Les choses arrivent. Il y a beaucoup de questions sur la migration, sur l'aide, sur l'assistance, etc. Je suis très très conscient de ça. Pour donner du contexte, les UNX ont été introduits en 2010. Donc ça fait 15 ans. Aujourd'hui, on doit maintenir 2 stacks. Ça n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue industriel, disons. Donc on est donc encore une fois, je ne minimise pas le coût pour les entreprises, mais il faut comprendre que là, on est dans de la bonne gestion, disons, d'arrêter de maintenir une stack double qui n'apporte pas de valeur. Y aura-t-il un outil fiable pour migrer de UNV à UNX et repointer les tableaux de bord? Il y a beaucoup de questions autour de ça, évidemment. Je vous envoie, il y a un blog qui est écrit là-dessus. On a des partenaires qui proposent des solutions. Il n'y a pas une solution qui correspond à tous les besoins, un one size fit all, mais on a plutôt un ensemble de solutions. Je vais mettre le blog dans le chat. Merci. Voilà. Est-ce que l'upgrade vers BI 2025 ne pourrait-il pas intégrer la conversion des UNV UNX? C'est le point bloquant. Donc il y a eu des pouces, sachant que des milliers de rapports doivent être repointés. Bon, là, tu viens de répondre, Eric. Il n'y a pas une solution. Il y en a plusieurs et tu mets le lien sur le blog. Il aurait juste fallu. Barcelon qui a aussi répondu en disant qu'il avait utilisé le workflow assistant, je crois, qui permet donc de faire repointer les UNV vers UNX sur des documents. Ils ont fait 500 documents avec 1300 requêtes en 50 minutes. Voilà. Bon, il y a des outils fournis qui permettent de faire le travail assez rapidement. Voilà, c'est dans le chat, hein, tu viens de relire. Exactement. Bon, quelqu'un se réjouit des microcubes en disant je les avais vus sur BO6.5, ils reviennent, je suis content. Et puis voilà, beaucoup de questions sur le data mode pendant que tu présentais, Grégory, en disant mais est-ce que c'est vraiment adapté? Je ne vois pas comment accompagner nos utilisateurs. Je dirais même que ça peut être très risqué. Pourquoi mettre une surcouche incertaine à la main des métiers? Si ça devait arriver chez nous, je vois ça plutôt comme une solution temporaire. Bon, quelqu'un a répondu en disant on peut cacher l'option suivant les profils, ne laisser qu'au groupe ayant une affinité pour la manipulation de data. Peut-être un commentaire, Grégory? Oui, ça dépend effectivement des personas que l'on touche, mais à vrai dire, si on a des personnes qui sont assez à l'aise avec un fichier Excel, qui savent faire un VLOOKUP, HLOOKUP, ou etc., ou ce genre de manipulation, qui seront très à leur aise avec le data mode. Effectivement, c'est toute une question de persona. Ça peut être mis entre les mains de l'IT pour préparer des cubes dans la biodiffusion, tout comme un utilisateur un peu avancé au sein d'un département qui prépare des données pour ses collègues et qui est très à l'aise avec les notions que je viens de mentionner. Donc, et juste pour compléter rapidement, Grégory, mais en fait, tous les outils de BI ont cette fonctionnalité de. Oui, et c'est pas aussi user-friendly en plus, c'est pas aussi simple en plus. Ouais, souvent, c'est des outils qui sont des outils qui sont à côté. Voilà. Exactement. On continue. Pour s'affranchir des éditeurs, on construit depuis quelques mois une base de données UNX contenant les données stratégiques des logiciels métiers alimentés par des job talents. Ça, c'est Olivier qui nous dit ça, et permettent plus facilement la création de tableaux de bord transversaux. Voilà, donc il y a des gens qui essayent de trouver des solutions et qui ont mis le pain sur la planche. Est-ce qu'il y a un outil pour faire des tests de non-régression sur le data mode, Grégory, si tu comprends la question? Sur le data mode, y a-t-il un outil pour faire des tests de non-régression? Non. Enfin, un outil. Il y a bien des solutions qui sont chez les partenaires, mais pas nativement. De toute façon, le test de non-régression, ce serait j'ai un rapport construit sur des cubes originaux et j'ai un deuxième rapport potentiellement identique construit sur le dernier cube virtuel créé. Ce qu'on doit vérifier, c'est juste comment se comportent les deux documents Webby. Et donc, pour cela, il y a effectivement des partenaires qui proposent des solutions de comparaison de rapports très fines, c'est-à-dire de la donnée à la pagination, etc., etc. Ok. Ils sont inclus dans le blog d'Eric d'ailleurs.
dans le cas d'un tableau de bord créé à partir de ces canevas, est-il possible de créer un tableau de bord global à l'échelle de l'entreprise et d'en permettre l'accès de façon différentielle en fonction des droits des utilisateurs en y accédant? L'idée serait d'avoir un seul tableau de bord à développer où chacun ne voit de façon native que le périmètre des données qui le concernent. Alors, en tout cas, ça, c'est quelque chose que nous, on permet avec N4V Publisher, d'avoir un rapport, les éléments de navigation, les widgets de contrôle, les menus déroulants et autres sélecteurs. Et ensuite, au moment où on l'exporte et on le met sur les applis web, que chacun ne voit en fonction de ses accréditations que ce qu'il a le droit de voir. Pour le Widix aujourd'hui, si j'ai bien compris, quand on charge un Widix, on charge le Widix, on charge le rapport tel qu'il est dans son ensemble. Alors oui, le Widix, il faut voir cela comme au moment de sa création. D'abord, ça se génère de manière interactive ou ça peut être diffusé via une tâche planifiée. Si c'est une tâche planifiée, vous pouvez faire comme avec un rapport PDF, à savoir vous planifiez pour un utilisateur qui a un certain profil et vous lui envoyez le Widix correspondant. Ça peut se faire de cette manière. Ensuite, concernant les tableaux de bord un peu interactifs, les tableaux de bord mode web, Webi, un seul dashboard qui potentiellement afficherait des blocs, des widgets différents en fonction de l'utilisateur qui consulterait. J'ai cru voir passer un début de réponse dans le chat. Effectivement, on pourrait se baser sur le BO user pour pouvoir filtrer le dashboard et les éléments le composant. Merci. Pour le data mode, quelle est la limite du jeu de données pour que ce soit utilisable? Si on a des datasets de 300 colonnes sur des millions de lignes, est-ce que ça reste fonctionnel? Alors là, ça va dépendre de la mémoire que vous allez lui allouer. Pour le data mode, on utilise le même service que Webi, le Web Intelligence Report Engine. Donc, déjà, est-ce que vous arrivez à ouvrir un document qui contient 300 colonnes et des millions de lignes? J'ai l'impression que la réponse est oui. Vous pourrez donc basculer ce cube en data mode. Bon, donnez-lui un peu d'espace à ce Webi Report Engine, isolez-le, donnez-lui plus de CPU, plus de mémoire, et potentiellement, oui, vous allez pouvoir l'utiliser de cette manière. On n'a pas et grosso modo, ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas de limite. On n'a pas mis de limite. Tout dépend de la CPU, de la mémoire que vous lui associez, que vous lui donnez pour qu'il puisse respirer. Côté serveur, on est bien d'accord. Côté serveur, oui. Alors, une question, peut-être vous avez la réponse. Le problème détecté sur la portabilité du référentiel 4.3 SP4 sur la base Oracle avec un paramètre de langue en français est-il corrigé dans les versions supérieures? Là, on est vraiment sur... On est sur le numéro du ticket. Là, je pense. Voilà, il faudrait ce détail pour pouvoir répondre. Voilà, merci en tout cas pour la question. Est-ce qu'on peut avoir une idée macro du coût annuel des outils présentés? J'imagine que c'est N4V for Webi ou autre. Écoutez, en fait, une idée macro, ça dépend de votre parc de licences Business Object. Donc, je propose, je crois que c'est Sophie qui a posé la question, revenez vers nous et on vous donnera une idée macro du coût des outils. On se déploie en on-prem, en achat ou en souscription. Et voilà, donc on ne peut pas vous donner à partir de la version 4.2, parce qu'il y a eu la question également. Donc oui, à partir de la 4.2, c'est possible. Enfin, une question sur l'IA, Jérôme, où sont stockées et envoyées les données pour la génération IA? Est-ce que c'est sur des providers cloud US, autres? Voilà. Donc les données ne sont surtout pas envoyées à l'IA. On n'envoie aucune donnée, on n'envoie que des métadonnées. On peut utiliser des fournisseurs aux États-Unis et en France. Là, toute la démo que vous avez vue est faite sur Mistral, et on peut être fier de cette société, parce que honnêtement, c'est celle qui nous offre les meilleurs résultats. Et d'ailleurs, le partenariat récemment noué entre SAP et Mistral n'y est peut-être pas pour rien. Donc, on peut utiliser vraiment toutes les solutions. Donc, on a du OpenAI avec ChatGPT, du Gemini, du Anthropic. Donc, et vous pouvez même tester vos propres connecteurs. Voilà, quelles sont les nouveautés intégrées dans la licence de base? Est-ce que la partie IA est intégrée? Alors effectivement, non. Pour les utilisateurs de N4V for Webi, le Chart Recommander est intégré depuis septembre, et ça c'est sans coût additionnel. Mais la partie requêtage en langage naturel n'est pas intégrée. C'est un surcoût qui est très absorbable, parce qu'on veut vraiment démocratiser l'usage de l'IA dans Webi
Donc on a préparé un package, des offres commerciales très adaptées. Revenez vers nous pour qu'on puisse en discuter. C'est au cas par cas. Toujours, ça dépend de votre base Business Object, bien évidemment. Et voilà, donc c'est assez simple. Et pour tous les prospects, on a une offre spéciale, et même pour tous nos clients sur l'IA, on a une offre spéciale jusqu'à la fin de l'année pour accompagner le lancement de l'IA. On a une question qui nous demande si on a déjà des clients qui sont sur N4V. Alors, migrer sur N4V, on migre pas sur N4V, on installe N4V, on profite de Business Object et on profite de N4V. Oui, il y a plus d'une centaine de clients publics, privés, en France, à l'étranger, des banques, des collectivités locales, des entreprises industrielles. Donc, la solution est déployée et éprouvée depuis déjà de nombreuses années. J'avais vu qu'il y avait d'autres questions, notamment est-ce que Mélanie Cazès qui nous dit est-ce que l'offre N4V offre-t-elle les mêmes services pour la BI 4.3 support pas 4 correctif 7 que pour la BI 2025? Oui, qu'on soit en. La réponse est oui. La réponse est oui. Voilà. Donc il n'y a pas de point particulier par rapport à ça. Voilà, merci infiniment. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions, que vous êtes satisfaits. Merci d'être resté encore une bonne centaine pendant un quart d'heure, 20 minutes de plus. Merci Eric, merci Grégory. Merci Eric, merci Grégory. Très bonne fin de journée. Et merci à tous Bonne pour fin de votre journée à vous. Au participation. revoir. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.